couper mon micro et laisser la place à Charles qui pourra vous présenter la spécialisation en équine. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On entend bien. Parfait. Alors, donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette partie sur l'équine. Pour me présenter brièvement, docteur Delchaume Martin, je suis résident en chirurgie à l'école vétérinaire de Lyon, donc à VétAgroSup, sur la partie équine. Donc l'école a différentes cliniques, que ce soit pour les petits animaux, pour les animaux de rente ou pour la partie équine. Les cliniques font partie des quatre écoles différentes, d'avoir différentes sections. En particulier l'équine qui correspond à une grosse activité dans chaque école. Pour faire brièvement mon parcours, je suis passé par la Belgique, où j'ai fait mes études. D'abord, les 3 premières années d'études à Namur, je suis français au départ, et je suis parti en Belgique pour faire mes études de médecine vétérinaire, où j'ai fait mes 3 années de ce qu'on appelle de bachelier en Belgique, à Namur, et ensuite on part tous soit à Gand, soit à Liège, pour faire la partie clinique. Ce sont les deux universités qui ont des cliniques vétérinaires, avec les différents pôles dont je vous ai cités. Ensuite, pour ma dernière année, je suis parti pour ma spécialisation en équine à Maison-Alfort, où j'ai partagé mon temps entre Maison-Alfort même et un de leurs pôles d'imagerie qui s'appelle le CIRAL. Euh, j'ai réalisé ensuite mon internat à l'école vétérinaire de Lyon et j'ai choisi de continuer ma spécialité en faisant une année d'assistanat en chirurgie à Nantes. Et ensuite, je suis revenu pour faire ma résidence et je suis dans ma dernière année de résidence en chirurgie en équine, toujours. Et je suis dans ma dernière année, ce qui me permettra, dans quasiment un an, de pouvoir passer ma spécialité en chirurgie pour essayer de décrocher le diplôme de spécialiste en chirurgie grands animaux. Voilà, ça fait déjà pas mal. Alors, pour revenir un peu sur la spécificité de notre filière, elle est quand même relativement importante parce qu'on a quasiment plus d'1 million de chevaux en France. On entend surtout parler de la Normandie pour les chevaux, mais en fait, quand on regarde les chiffres, elle est assez développée sur tout le long de la côte atlantique et aussi en Rhône-Alpes. Donc, c'est une partie qui est importante dans notre région. Euh, et en fait, je pense que quand on pense équidé sur la partie vétérinaire, on entend beaucoup sur tout ce qui va être les courses, mais en fait, ce n'est qu'une toute petite partie, parce que quand on regarde les effectifs des chevaux, les 2 tiers sont des chevaux de selle et des poneys. Donc en fait, on a une grosse activité avec des professionnels, mais aussi une activité très importante avec des propriétaires qui vont avoir leurs chevaux chez eux ou dans des pensions sur du loisir, sur de l'activité en compétition et pas seulement avec des professionnels. Il faut savoir quand même que la filière a quand même une grosse importance en France parce que l'équitation a été le troisième sport national inscrit en 2022 et elle a quand même une grosse activité également économique, pas seulement sur les courses, mais également sur tout ce qui va être l'élevage, tout ce qui va être l'entraînement, le dressage, la pension. Et en 2019, ça représentait quand même un budget de 11 milliards d'euros qui transitait entre les chevaux. Et pourtant, malgré l'importance de cette filière qui est quand même très important, on a seulement 4% des vétérinaires qui sont inscrits à l'ordre et qui déclarent une activité en équine. Cette activité, on va la voir, elle est assez étendue et on va voir pourquoi. Alors c'est sûr que quand on pense à l'activité équine en France, on se rappelle le mois de juillet où on a eu la chance d'accueillir les Jeux Paris 2024, où on a eu la grande chance d'accueillir nos équidés et les athlètes dans un cadre absolument incroyable qui était Versailles.
mais juste ça, ça ne fait qu'une toute petite partie de notre activité. Juste pour vous donner une idée de l'organisation qui était faite pour les athlètes, il y avait aux alentours de 150 vétérinaires sur la partie olympique et paralympique qui étaient dépêchés. Et par exemple, sur le cross, il y avait quasiment 3 vétérinaires par obstacle, plus des vétérinaires de zone, plus les vétérinaires organisateurs. On voit que c'est une partie très importante, à la fois de soins, d'accompagnement de nos athlètes, parce qu'il y avait aussi des vétérinaires d'équipe, et surtout une partie très importante sur le bien-être animal. Euh, c'est aussi une filière qui est très intéressante parce qu'on a des animaux qui ont un aspect très intéressant dans leur comportement, c'est d'être toujours novateurs de situations absolument incroyables où on n'aurait pas imaginé. Je prends l'exemple par exemple de cette âne ça avait fait un article pour la Corse la semaine dernière qui s'est retrouvé coincé sur un toit. Dans les expériences qu'on peut avoir aussi, on travaille parfois avec les pompiers pour aller sortir les chevaux de situations compliquées, comme ce cheval qui est malheureusement tombé dans le seul trou qui était possible dans son pré et qui, par son poids, c'est des animaux qui font un certain poids. Généralement, ils tournent autour de 500 à 600 kilos. S'était enfoncé dans le trou et il a fallu sortir de là. Je reprends le titre d'une des conférences qu'il y a eu précédemment, un statut pour son métier. C'est particulièrement vrai dans l'aspect équine parce que il y a tout un aspect sanitaire, il y a tout un aspect compétition et il y a aussi tout un aspect denrée alimentaire. Il faut rappeler que au départ, les chevaux qu'on utilisait étaient des chevaux de travail avec une filière bouchère qui était présente et qui est toujours présente. Elle est relativement en déclin aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie du métier de vétérinaire en équine, c'est de savoir si certains chevaux font partie de la filière bouchère et ça fait partie de notre métier. Donc on a aussi cet aspect, cette casquette vétérinaire qui peut être présente. On a toute une partie sur la prévention des maladies. Ce sont des animaux qui voyagent énormément. Et donc, on a toute une réglementation. Et je pense que des propriétaires de chevaux qui sont dans le sud entendent parler en ce moment de maladies comme le West Nile virus qui se promènent ou des chevaux en compétition sur l'espèce virus équine. Ce sont des maladies avec une très grande volatilité entre les chevaux et entre les individus sur lesquels on peut avoir des épidémies, exactement comme on a pu avoir sur le coronavirus chez nous. Ce sont des maladies réglementées et qui peuvent régulièrement sur des épisodes, exactement comme la grippe chez nous, revenir nous poser problème et refaire des épidémies chez nos compagnons. Donc c'est un aspect très important de notre profession. L'autre aspect intéressant, c'est qu'il y a une grosse partie naissance et accompagnement des jeunes. Et on a surtout des chevaux aussi qui vivent également de plus en plus longtemps par les progrès médicaux que je vous présenterai tout à l'heure et qui font que on arrive à heureusement tenir nos chevaux de plus en plus longtemps et qu'ils puissent accompagner leurs propriétaires de plus en plus longtemps, que ce soit d'un point de vue sportif, juste de loisirs ou au pré. Donc on a une partie gériatrique qui devient quasiment majoritaire dans certaines cliniques. Donc ça va vraiment dépendre de la localisation où on est, de la population qui est autour de nous. Certaines cliniques vont avoir majoritairement des entraîneurs en propriétaire, d'autres vont avoir un peu ce qu'on a à Lyon. On a plutôt une partie, on va dire 40% de propriétaires qui vont être des entraîneurs et professionnels et à environ 60% du reste où ce sont des propriétaires qui ont leurs chevaux pour eux, pour leurs loisirs en compétition, mais qui vont pas avoir une série de chevaux à entraîner. Et donc tout ça fait que on a quand même une filière qui tourne beaucoup, à la fois d'un aspect gynécologique, mais aussi néonatal. Là, la saison va commencer à partir de février. Donc on sait qu'on dans la clinique, on va commencer à recevoir nos poulains à partir de février jusqu'à fin juillet, fin août, quasiment. La nutrition est très importante chez nous.
dans le sens où le système digestif est l'un des points les plus importants chez le cheval. Ça représente quasiment 80% de nos urgences. Pour vous donner un exemple, là, sur les dernières 24 heures, on vient d'avoir en urgence une urgence de dentisterie, une urgence de plaie, et les deux prochaines qui arrivent, c'est deux urgences de système digestif. Donc, ça fait partie des gros points à surveiller chez les chevaux. Et donc, c'est vrai qu'il y a toute une partie nutrition et d'accompagnement sur des chevaux qui ont enfin, oui, qui sont de plus en plus vieux, donc qui ont, comme chez nous, des problèmes dentaires sur lesquels il faut venir les accompagner au niveau nutrition. Et dès qu'on a un souci sur le foin, dès qu'on a un souci sur les granulés, ça peut avoir des grandes répercussions. Euh, et on a une médecine spécialisée qui va être en ophtalmologie, en dermatologie, en médecine interne et aussi en chirurgie, sur lequel on a la chance par rapport à la médecine humaine de pouvoir faire énormément de chirurgies différentes, c'est-à-dire qu'en une seule journée, on peut passer du tissu mou à une chirurgie d'osseuse, à une chirurgie neurologique. Et ça fait à la force de notre métier, c'est que on se spécialise au fur et à mesure, mais par rapport à la médecine humaine, on garde quand même une longévité, enfin une palette de possibilités qui est quand même très importante. Je pensais à une chirurgie où on a été accompagné par une chirurgienne en Dumaine, pas plus tard qu'hier, qui est venue nous accompagner sur une chirurgie. Elle ne fait que du genou, elle fait quasiment 1000 prothèses de genoux par an. Et nous, on a cette chance de pouvoir avoir une palette qui est très importante, quelle que soit la spécialité finalement. Voilà quelques exemples. Donc, on a aussi les services d'ambulatoire. Donc, cette fois-ci, le service d'ambulatoire, les vétérinaires vont aller sur le terrain directement pour aller voir les patients, faire déjà un premier tri, voir ce qui se passe, faire le tri et faire la bobologie tous les jours, le suivi des chevaux, le suivi de vaccination. Et en cas de besoin, on va référer les chevaux dans des services plus spécialisés, dans des cliniques. Le premier souci des chevaux, après leur système digestif, c'est leur poids, c'est que c'est quand même des animaux qui font 500 kilos. Et il faut avoir un certain matériel et une certaine installation pour réussir à, par exemple, les transporter. On a besoin d'un palan quand on est en chirurgie qui sont sous anesthésie générale. Et donc ça, il faut avoir son bâtiment pour faire de la chirurgie. Et pareil, en médecine, on a la chance d'avoir l'un des premiers bâtiments des soins intensifs avec AgroSup, qui nous permet, exactement comme dans un service d'humaine, de faire un service de vrais soins intensifs où les chevaux sont suivis 24 heures sur 24, quasiment à la minute, où on peut suivre leur évolution. Ils sont suivis sous caméra en continu. Et les paramètres, pareil, de la même façon, qui sont suivis, en particulier sur les poulains qui peuvent arriver complètement à plat. On appelle ça les poulains à crêpes parce que c'est vraiment cette idée qu'il faut avoir. Et jusqu'à ce qu'on puisse les remettre sur pied et les remettre avec leur mère et les rendre à leur propriétaire. On a une filière qui est très importante d'un point de vue également dynamique, dans le sens où toutes les technologies qui se développent ont soit commencé par se développer dans le monde animal. Je pense par exemple aux transplantations. Toutes les transplantations cardiaques qu'on connaît aujourd'hui ont d'abord débuté chez le chien. Euh, et au fur et à mesure, ça s'est rabattu chez l'homme et on a un peu perdu ça chez l'animal aujourd'hui. Mais toutes les technologies qui sont développées en humaine, en particulier, euh, toutes les technologies, par exemple, je prends l'exemple ici, des impressions 3D dont on entend parler aujourd'hui, ou sur le titre de l'article que vous avez, c'est une implantation de sternum qui a été faite chez un homme après le retrait d'une masse tumorale. Et donc, le sternum chez cet homme a été reconstruit par impression 3D avant d'être posé. Et ben, c'est des technologies qu'on retrouve aujourd'hui chez nos animaux. Je prends l'exemple, par exemple, à gauche, ce sont des implants qu'on va poser au niveau de pathologie cervicale pour venir stabiliser des compressions au niveau des moelles, de la moelle épinière, et donc c'est des compressions qui donnent des signes neurologiques chez les chevaux. Et malheureusement, les signes neurologiques chez les chevaux peuvent être relativement dangereux, dans le sens où ça fait quand même un certain poids qui se déplace
avec parfois des difficultés de mobilité, dangereux à la fois pour l'animal et pour son propriétaire. Et donc, on va essayer de stabiliser ces compressions avec ces implants. Et l'autre exemple à droite est un os qui a été passé au scanner et qui a été ensuite imprimé en 3D avant la chirurgie pour nous aider d'un point de vue chirurgical à anticiper la chirurgie, à faire une planification de quel implant on va utiliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme aide au cheval avant de passer à la chirurgie d'un point de vue concret. Donc, on est tout à fait dans une dynamique de progression. On a des pôles de santé qui sont extrêmement importants avec des investissements qui se font. Et je pense par exemple à la région normande qui, à partir du 6 janvier, si ma mémoire est bonne, va se voir ouvrir une nouvelle aile au niveau du Siral avec la clinique vétérinaire d'Alfort qui, sur sa partie équine, monte en Normandie. Et tout ça, la partie chirurgie, locomoteur et médecine va se faire en Normandie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de discuter? Il y a pas mal de questions. Il y a notamment des questions sur le nombre d'étudiants qui sont admis dans la spécialisation et dans les spécialisations en général. Alors, on n'a pas général. Ce qu'on remarque surtout, c'est que d'un point de vue global, si on prend l'année, on est à peu près à 160 étudiants, si ma mémoire est bonne. Généralement, on a 20 à 30% des étudiants qui veulent faire de l'équine. Et généralement, tous trouvent une place sur leur année. Donc, c'est leur dernière année de spécialisation, où déjà, dès leur dernière année, ils vont faire une partie de leur clinique uniquement dans la spécialité qu'ils ont choisie. Et dans les options, il y a par exemple, je choisis de faire complètement mon année en hôpitaux, équins, bovins, équines. Il y a aussi des transversales qui sont possibles. Il y a aussi des tutorés qui sont possibles, c'est-à-dire d'aller faire une partie en clinique à l'école et une partie de mes cliniques dans une clinique extérieure que je veux suivre un peu plus. Donc, il n'y a pas forcément trop de limites. Ensuite, pour les internats, c'est après le diplôme de vétérinaire. Donc, c'est une année de spécialisation où on choisit de rester dans une structure. Et en fait, on va tourner dans cette structure, c'est-à-dire on va faire 2 semaines en chirurgie, 2 semaines en médecine, 2 semaines en gynécologie, 2 semaines en imagerie, 2 semaines en soins intensifs et ce qui va nous permettre de découvrir toutes les spécificités dans une filière, que ce soit l'équine, la canine ou la bovine, par exemple. Là, c'est sur concours. Généralement, il y a une trentaine de places entre les 4 écoles. Et c'est aussi quelque chose qui peut se faire dans les cliniques privées. Et ensuite, sur la résidence, là, le nombre de places devient limité parce que c'est des formations qui sont un peu plus longues. En France, on a une vingtaine de places qui sont ouvertes pour voir large. Et c'est des places qu'on va chercher aussi en Europe. Donc voilà, les places se réduisent au fur et à mesure, mais généralement, tout le monde arrive à trouver ce qu'il a envie de faire. On a aussi des questions sur quelle est la meilleure des 4 écoles pour cette spécialisation en équine? Ça va être dur de répondre. Ça va être dur de répondre parce que les 4 écoles ont un hôpital équin. Il n'y a pas forcément de différence sur les écoles. Et c'est sûr que l'investissement qui a été fait par la région Normandie permet à Alfort d'ouvrir un des hôpitaux, je pense, les plus développés en termes de technicité. Mais on a des pôles d'excellence dans les 4 écoles. Euh, Ce qui va vraiment faire la différence, par contre, si on veut travailler en équine, et ça a déjà été abordé dans les autres conférences, c'est vraiment la motivation de la personne à vouloir se spécialiser dans sa formation, d'aller faire des stages dans d'autres cliniques, de voir d'autres façons de faire. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de comparaison, c'est-à-dire que chaque clinique a son organisation, chaque clinique a sa façon de faire tous les chirurgiens. Je pense par exemple
La chirurgie de castration, je pense que chaque chirurgien a sa méthode et on arrive tous au même résultat et c'est le principal. Mais voilà, c'est une découverte, c'est de la motivation de la personne à aller découvrir le plus possible pour aller trouver sa voie. C'est vraiment ça. Encore une question qui concerne les quatre écoles. Est-ce que les spécialités proposées dans les quatre écoles sont les mêmes en équine? Alors aujourd'hui, les spécialités qui sont proposées sont donc les spécialités de résidence. Euh, l'école de Lyon, de Nantes et d'Alfort propose une résidence à la fois en chirurgie et à la fois en médecine, ce qui n'est pas le cas à Toulouse. Euh, En termes de spécialisation, par exemple sur la dermatologie ou sur l'imagerie, ce sont des spécialisations qui vont être plus transversales. Ça veut dire que ce sont des spécialisations sur lesquelles l'examen, on aura des questions à la fois équines, à la fois canines et à la fois bovines. Je pense par exemple à des collègues d'anesthésie qui vont passer leur examen de board lundi, qui ont des questions, voilà, faune sauvage, questions anesthésie bovin, question anesthésie cheval, question anesthésie canin. Donc ça, c'est des spécialités qui sont plutôt transversales, alors que la chirurgie et la médecine restent dans leur spécialisation. Si on prend l'option animaux de compagnie, animaux de production en sixième année, est-ce qu'on peut quand même intervenir ponctuellement sur des animaux équins ou pas du tout? Oui, complètement. C'est une des forces de notre diplôme, c'est que, en fait, quand on discute un peu avec des vétérinaires qui sont plus âgés, euh, le jour où ils ont besoin de changer, ils ont réussi à changer. Je pense que la formation qu'on a nous apprend à apprendre énormément en très peu de temps. Et le tronc commun qu'on a est extrêmement important parce que justement, il nous permet d'avoir cette transversalité de jour où on a besoin, que ce soit pour raisons professionnelles, pour raisons familiales, pour raisons territoriaux. Donc, euh, il n'y a pas du tout de contrainte de ce côté-là. Une question sur les livres. Est-ce qu'il y a des livres de médecine vétérinaire équine qui font référence, qui pourraient être conseillés? Oui, euh, ça va dépendre de la spécialisation que l'on veut. Il y en a énormément de différents. Quand on reprend la médecine équine, en fait, ça reprend à la fois la médecine interne, à la fois l'ophtalmologie, à la fois le hour, pour la partie chirurgie. C'est des bouquins qui sont assez conséquents. Voilà, ça dépend vraiment en fait euh, de ce qu'on a envie de traiter. Généralement, c'est les bouquins qui sont anglais, qui sont plutôt volumineux. Je pense que le bouquin de chirurgie, on atteint facilement les 2500 pages. Euh, voilà, il n'y en a pas forcément à conseiller parce que ça dépend vraiment de la matière qu'on a envie de découvrir. Une question sur le salaire moyen d'un vétérinaire spécialisé en équine. Alors, c'est une bonne question. Ça va dépendre si vous travaillez en service public ou en service privé, c'est-à-dire que le service privé est rattaché à une convention collective qui évolue chaque année, mais qui est régie par l'ordre vétérinaire, alors que le service public n'a pas l'obligation de suivre euh, ce, cette convention collective, parce que ce sont généralement des postes d'enseignants-chercheurs et donc dépendent de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a un mélange entre supervision, éducation nationale, ministère de l'Agriculture, et on a aussi le ministère de la Défense qui vient se rajouter là-dessus parce que il y a toute une partie vétérinaire qui touche aussi l'armée, et cette fois-ci, on va soit dépendre du service de santé des armées, soit dépendre du service de l'intérieur. Et généralement, le service de santé des armées, ça sera pour des missions. Alors, en équine, il y en a. On travaille à la garde républicaine ou à l'école militaire d'équitation. Mais c'est pareil, c'est une petite partie de notre travail, dans le sens où on a aussi les opérations extérieures. La France est, est encore en guerre, entre guillemets, dans le sens où on a encore beaucoup de soldats qui sont déployés. Et en tant que vétérinaire, c'est notre rôle de se charger de toute la sécurité qui va être sanitaire
et l'eau. Et donc, lors des missions, même si on est vétérinaire et qu'on travaille sur des chevaux, quand on va être dans les opérations extérieures, on va beaucoup plus traiter ce sujet-là. Ça fait à peu près, on est à 15-20% de pratiques en canine sur les chiens qui sont déployés sur les missions. Et après, tout le reste d'un point de vue sanitaire. Autre question, est-ce qu'il est difficile de se spécialiser en ostéopathie pour les équins? Alors, c'est une formation qui va être annexe. Euh, alors, est-ce qu'il est difficile? Non, dans le sens où le vétérinaire a la particularité d'avoir un bagage qui est très important, surtout d'un point de vue anatomique et physiologique. Et donc, ça fait surtout en fait des cours qu'on appelle enfin, des EPU, donc des cours euh, post-diplôme sur lesquels les vétérinaires viennent se former après leur diplôme sur des choses qu'ils veulent revoir ou sur lesquelles ils veulent aller plus loin. Je pense par exemple à VétAgroSup qui a organisé un cours post-diplôme sur la dentisterie et on avait une quinzaine de vétérinaires qui sont venus se spécialiser. Il y avait deux cours, le premier sur la bouche en général, les rappels anatomiques, l'embryologie, détecter les soucis et ensuite l'extraction dentaire, quel matériel à avoir et surtout voir quelles sont les évolutions parce que c'est une médecine qui évolue énormément. Donc on a toujours besoin de réapprendre. C'est ce qui est chouette dans le boulot, c'est qu'on apprend tous les jours. Une question sur la nutrition équine. Est-ce qu'on est obligé de passer par l'école vétérinaire pour être spécialisé en nutrition équine? Non, j'ai une collègue qui est en train de faire un master en nutrition en Angleterre. Euh, si mes souvenirs sont bons, on peut y accéder après une fac de biologie. Je vais devoir arrêter l'enregistrement pour ce qui me concerne. Si des personnes souhaitent continuer avec l'intervenant, la possibilité reste ouverte. Vous pouvez poser vos questions encore dans le chat. Ceux qui veulent continuer le forum de la formation, on va passer sur l'autre lien, puisque c'est le rural qui va commencer dans 5 minutes. Donc, je vous laisse en compagnie de Charles de Chaise-Martin pour les gens qui ont encore des questions sur les kin. Merci.